C'est bon? Ok. Bonjour et bienvenue à notre conversation aujourd'hui sur le sujet de doit-on faire payer les devis de voyage? Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ici avec moi aujourd'hui trois grandes professionnels. Et donc, Emmanuel Liop de Equinox Avocat, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, hein, pour la partie plus juridique. Ici, nous avons une grande professionnelle et une très chère amie également, hein, Nathalie Trichard de Le Goût du Voyage, une agence qui fait de sur-mesure au Havre, et notre amie Ségolène Sergent de Passy Voyage ici à Paris, également spécialiste du voyage sur mesure. Et moi-même, donc Fabio Casilli, moi j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de la représentation hôtelière et je suis entre autres le président de Respire, le tourisme de demain, l'association qui milite pour un tourisme durable et des professionnels du tourisme. Voilà, donc on va poser les cadres aujourd'hui. Est-ce que les devis doivent être payants dans une époque où beaucoup de gens viennent en agence, nous demandent plein de conseils, ils profitent de notre savoir-faire et ensuite vont faire leur marché directement sur Internet. Comment faire face à ça? De quelle manière pouvoir éviter que les clients s'échappent ailleurs et qu'on puisse les garder? Donc l'idée, c'est de faire payer les devis et qu'on puisse éventuellement les déduire ensuite s'ils achètent le voyage. Mais comment faire passer la pilule, c'est une autre chose et on est ici aujourd'hui pour en discuter. Donc pour la partie plus juridique, bien évidemment, Maître Yop sera ravi de vous répondre et quant à Ségolène, Nathalie et moi-même, nous serons là pour débattre et discuter avec vous sur la meilleure manière d'approcher les choses. Donc, on est là pour vous écouter. C'est une conversation, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Maître, voulez-vous dire quelque chose? Je peux peut-être commencer juste pour poser le cadre juridique, sans vous donner un cours de droit. Vous avez l'habitude de vendre des prestations touristiques et donc d'émettre des contrats avec une rubrique où il y a un prix. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous devriez le faire. Mais finalement, la question qui se pose sur les devis payants, c'est est-ce que vous pouvez facturer un autre service que celui que vous êtes habitué à vendre, c'est-à-dire les services de voyage? Et ma réponse, autant y aller tout de suite, c'est oui, bien sûr. Vous êtes une entreprise, vous faites du service. Vous pouvez tout à fait facturer des honoraires. Donc là, on est dans du pur frais pour un service si vous avez envie de le faire. Donc déjà, vous êtes libre de le faire. Au moins, on pose ce cadre. Et après, je suis à votre disposition pour d'autres questions. Alors, Emmanuel, juste juridiquement parlant et d'un point de vue aussi pratique, est-ce que d'un point de vue de la facturation, est-ce que si on facture une prestation juste de service, de conseil, ou une facture, une prestation de vente d'un voyage, est-ce que cela se présente de deux manières différentes ou c'est la même chose? Alors, effectivement, ce n'est pas la même chose parce que la facturation de votre service de devis qui est plus du conseil que vous allez donner, là, par exemple, on n'est pas sous le même régime de TVA. Alors, je ne suis pas fiscaliste, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Là, vous allez faire une facturation classique avec de la TVA, ce que vous ne devez absolument pas faire quand vous vendez du forfait de voyage. Vous savez bien que c'est un prix TTC sans TVA par an. Donc déjà, sur cet aspect-là, la facturation est un peu différente. Et dans la description du service, vous pouvez être assez exhaustif. Et après, je pense que pour l'aspect commercial, comment on peut faire passer la pilule au client, ça c'est plus votre travail. Je peux juste ajouter une chose, c'est que là on évoque la question en faisant état de deux facturations différentes. Cela étant, vous êtes, certains d'entre vous en tout cas, et en tout cas dans ma clientèle, on a quelques professionnels qui font par exemple du sur-mesure ou du haut de gamme, voire du très haut de gamme, et qui ensuite réintègrent ou défalquent le prix du devis dans la vente du voyage si le client transforme. Donc ça, c'est aussi un élément de conviction pour le client, c'est-à-dire lui dire c'est pas de l'argent perdu et c'est peut-être même un moyen de garder le client, de lui dire on en tiendra compte dans la facturation du voyage ensuite. Donc voilà, dans un premier temps, facturation séparée parce qu'on ne sait pas si le client va transformer. Et ensuite, on peut défalquer ce qu'il a payé pour le devis du prix du voyage. Probablement, ça permet aussi de faire un premier tri, non, au départ. C'est-à-dire que les clients qui acceptent de payer un devis, c'est à la base quelqu'un qui est plutôt intéressé, qui vient là, pas juste
pour piocher des informations et ensuite s'organiser différemment. Nathalie et Ségolène, vous avez déjà eu des expériences là-dessus, Nathalie et puis Ségolène à la suite, peu importe, voilà. Oui, effectivement, ça permet de faire du tri, notamment sur des... Enfin, nous, on fait que du voyage sur mesure, donc on a la demande pour des séjours d'environ 17 à 20 jours, donc ça demande du temps. Ça permet de poser au client vraiment la partie, vous avez vraiment envie de partir avec nous ou pas, sans que ça vous coûte un bras non plus. On reste raisonnable dans les montants de devis, mais au moins il s'engage, parce que nous on s'engage à lui faire du travail propre. Donc en fait, notre façon de faire, c'est on démarre sur des devis compliqués comme ça, avec un tableau synoptique, en fait, on lui fait gratuitement une ébauche qu'on ne détaille pas, avec comme un tableau Excel, en fait, qu'on remplit dans un mail de réponse, avec l'estimation réelle du coût de son voyage, en lui disant, bah voilà, vous passerez une nuit là, 2 nuits là, vous avez une location de voiture telle catégorie, vous avez des vols qui sont directs ou pas directs, et il a un vrai prix. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a sourcé son tarif. Par contre, la ligne d'en dessous, c'est voilà, si ce devis vous intéresse, nous vous mettons en lien un type de devis détaillé que nous vous fournissons dans les 48 heures, moyennant la somme de 150 €. À réception de la somme, nous vous ferons votre devis détaillé qui pourra être déduit de la vente globale, enfin de votre achat global, une fois que vous aurez confirmé. Et tu détailles les noms des hôtels ou non? Non, c'est vraiment le squelette. C'est ça. On met la catégorie, la pension, si on est excentré, pas excentré. Aucune on photo. essaye de mettre des infos. Non, là c'est un tableau synoptique pur. C'est juste un tableau, voilà. D'accord. Mais du coup, il a quand même un devis, il a quand même quelque chose de concret. Qui lui donne envie. Voilà. C'est parce qu'on a aussi des gens qui viennent en dernière minute en se disant, je ne sais pas si je vais savoir le faire, est-ce que c'est faisable, pas faisable. J'ai l'habitude de faire, souvent ça commence comme ça, j'ai l'habitude de faire mes voyages tout seul. Ah oui. Et là, en fait, j'ai un doute, je ne sais pas si je vais y arriver, donc vous pouvez peut-être m'aider. Donc là, c'est systématique, en fait, on ne se pose même pas la question. On dit, OK, donnez-nous vos desiderata. Et on va travailler comme ça. D'accord. Quand c'est des clients récurrents, on ne se permet pas de le faire parce qu'on a l'habitude, on connaît nos clients et c'est des clients fidèles, donc on n'a pas de raison particulière à leur faire payer le devis. Mais on a, alors qu'on appelle nous effectivement des honoraires, parce que c'est quand même plus joli que des frais d'agence, et puis ça a une vraie signification. Et on a de plus en plus quand même de gens qui nous appellent en disant, voilà, ma demande est compliquée, est-ce que vous pouvez me dire combien va me coûter le devis? Quand même, ça commence à venir, donc c'est un bon début. Ouais, oui, nous aussi, on a déjà eu des remarques comme ça où les clients demandent, ont conscience du travail que ça représente et anticipent et nous posent la question, alors pour faire le devis, ça va me coûter combien, etc. Donc nous, pour l'instant, à l'agence, on ne fait pas encore payer les devis, mais c'est très intéressant ce que tu dis et je pense que je vais le mettre en place. En revanche, pour les clients qui ne savent pas du tout où est-ce qu'ils veulent partir et voilà, ils hésitent. Là, j'ai eu le cas la semaine dernière, une cliente qui veut partir aux Seychelles. Elle veut des plages de rêve, voilà, donc elle veut partir aux Seychelles, elle hésite avec la Malaisie. Et elle me renvoie un mail 2 jours après en me disant on peut ajouter aussi Bornéo. Je vais peut-être. Donc là, en fait, direct, je lui dis on vous fait 2 devis, mais le 3e sera payant. Parce que derrière, voilà, un devis nous prend facilement 3 jours à monter, donc hors de question qu'on lui fournisse tout le travail et, sans être rémunéré et sans avoir la certitude qu'elle passe par nous. Oui, voilà, sans avoir la certitude qu'elle n'essaye pas de le faire par elle-même. Nathalie, tu fais ça depuis combien de temps, toi? On a mis en place depuis 1 an et demi à peu près. Oui, 1 an et demi. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'a plus de boutique physique, on a aussi des demandes qui viennent par Internet. Donc, c'est la plus difficile. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, quand on a même nos clients habitués, dans les bas de devis, il est toujours indiqué qu'on fait 3 devis gratuits, mais on fait 3 devis gratuits, à partir du 4e, c'est 100 €. Oui. C'est noté noir sur blanc pour éviter de changer 15 000 fois de destination ou de passer des semaines, parce qu'en fait, entre le début et la fin, si on passe 15 jours à choisir, enfin, c'est que déjà, on n'a pas bien fait notre boulot à la base, si on a besoin de refaire les devis 15 000 fois. Mais après, faut aussi que le client comprenne que on est travaillé en décalage horaire, qu'on n'a pas les réponses tout de suite, que ça demande du temps et que le temps, ça fait perdre aussi le prix de départ et qu'au bout d'1 semaine ou 15 jours, des fois 3 jours, on n'a plus les mêmes tarifs et plus les disponibilités. Et tu fais ça donc depuis 1 an et demi, mais ton agence, tu l'as depuis bien plus longtemps. Oui. À partir du moment où tu as mis ça en place, comment ça a été perçu par les clients? De quelle manière tu as fait
passer la pilule, comme on dit? Alors j'ai d'abord testé auprès de mes clients fidèles. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit qu'est-ce que vous pensez du devis payant? Même mes propres clients m'ont dit en fait je trouverais ça normal. Ce que je ne trouve pas normal, c'est que vous ayez des gens qui vous fassent travailler et finalement se débrouillent tout seuls. Donc en partant de ce principe-là, je me suis dit on peut essayer quelque chose quand même sans être trop cher, parce qu'effectivement le prix du devis payant reste le gros point d'interrogation. À quel barre on met le prix, parce qu'en fait quand on fait un devis sur mesure, le plus gros du travail c'est le devis, c'est pas la confirmation et faire le contrat. Donc on a fait le plus gros du travail au moment où on donne le devis au client. Et puis c'est là à la limite que avant toute autre chose, tu offres à ton client ton savoir-faire. C'est ça. Et justement, moi je voudrais ajouter quelque chose. Ça fait juste 34 ans que je travaille pour vous, les pros du tourisme. Et depuis 34 ans, c'est une question qui est récurrente. Or, on dit toujours, la sagesse populaire nous dit toute peine mérite salaire. Et comme vous venez de le dire, le plus gros du travail, il est fait avec ce devis, cette préparation. Vous savez que vous avez des obligations d'ailleurs légales au stade de ce devis. Vous avez plein de rubriques à remplir, il y en a 15. Et moi, je pense que vous devez mettre en avant ce savoir-faire qui repose sur une base légale, une obligation vous avez l'obligation de faire un devis. Mais il faut le mettre en avant parce que ça suffit d'avoir honte de son travail. Et à l'époque où on est capable de payer pour tout et n'importe quoi, y compris en ligne, ou de passer des heures à scroller sur des sites, etc., ou sur des applications, vous offrez un travail ciblé. Enfin, vous voyez le lapsus, il ne faut plus l'offrir. il faut vraiment ne pas avoir honte. On parlait d'honoraires, et moi je suis avocat, donc les honoraires, je sais ce que c'est. C'est un peu comme si vous faisiez une consultation. Si vous êtes avocat, vous faites une consultation gratuite. Alors, c'est vrai que chez moi, le premier quart d'heure, quand je ne connais pas les gens, il est offert, mais pas plus. Or, je pense que pour un devis, vous passez beaucoup plus qu'un quart d'heure. Ouais, vous avez fait les 75% du travail. Donc, c'est aussi un moyen de se démarquer de tout ce qui se passe aujourd'hui. On le sait très bien, il y aura une autre conversation sur les gens qui ne sont pas agents de voyage et qui prétendent savoir faire du voyage. C'est votre savoir-faire et c'est votre travail. Et tout travail mérite salaire. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir. Et j'ai entendu parler de 100 €. J'ai entendu parler de 150 € au bout de la 3e fois. C'est hyper raisonnable parce que vous courez le risque que les 2 premiers disent « Ah super, on a quasiment le boulot, on va le faire tout seul sur Internet ». Donc c'est courageux. Moi, si j'étais agent de voyage, mais c'est le premier devis que je fais payer. Je vous le dis. Il ne faut pas avoir honte de ça. Après, je pense que justement, en ayant ce discours clair, ça crée aussi l'envie chez le consommateur de passer par nous, parce qu'il sent qu'on assume nos tarifs, qu'on est professionnel, qu'on est juste, qu'on est sûr de la qualité de notre travail. Et donc, à l'inverse, ça peut aussi créer l'envie chez lui de venir et de signer chez nous. Ça montre une transparence totale vis-à-vis de ce que tu proposes. Et d'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'il y avait une question, mais je voudrais juste te poser une question avant, Emmanuel. D'un point de vue justement légal, juridique, est-ce que un devis est contractuel, comme une facture Alors, comme je vous l'ai dit, le devis chez les opérateurs du tourisme doit comporter des clauses légales. Je vous ai dit qu'elles étaient au nombre de 15. C'est où est-ce qu'on va, comment, quel moyen de transport, à quelle heure. Est-ce que je propose des assurances? Est-ce que je propose des annulations? Donc il y a votre savoir-faire, mais il est encadré quand même légalement. Et ce que vous devez savoir, c'est que si ce devis est transformé, parce que votre client, il contracte avec vous, il achète le voyage, ce devis, il a valeur contractuelle. Autrement dit, il devient le contrat et il suffit d'ajouter quelques clauses pour que ça devienne le contrat. Mais ça aussi, c'est une phase obligatoire. Maintenant, si on se met dans l'hypothèse où le client n'a pas transformé et on s'arrête au stade du devis, il n'aura pas valeur contractuelle puisqu'il ne va pas devenir un contrat. Cependant, et moi c'est mon conseil, j'en profite, vous êtes là, c'est gratuit, là pour le coup, donnez-lui une durée de vie à ce devis. Enfin, je pense que... Validité.
Comment? Une date Une de durée validité. oui, c'est ça, une validité, c'est-à-dire que comme dans vos métiers, on est soumis, tu parlais du décalage horaire, vous êtes soumis à la disponibilité des fournisseurs, il est évident que ce qui vaut aujourd'hui ne vaudra pas dans une semaine. Donc vous pouvez, quand vous le délivrez, vous pouvez lui donner une valeur de 48 heures. Et C'est encore, même trop long parfois. Mais n'oubliez pas de lui donner une durée de validité. Ça, c'est important. Donc, il a quand même... c'est un engagement de recherche, de préparer un voyage. Mais si ça ne devient pas un contrat, il ne sera pas à valeur contractuelle. Voilà. Oui, et puis les 48 heures, ça peut être éventuellement prolongé si le client te dit je dois en parler en famille, voir un petit peu. Voilà. Et garder des traces de tout. Vous avez des mails, des traces. Le client qui dit oui, mais je veux rajouter ça. Hop, bah, ça devient un nouveau devis. Et il retrouve une autre durée de validité pour vous protéger. Parce que, attention, sans vous faire peur, j'ai déjà vu des cas où sur la base d'un devis, le client avait payé non pas le prix du devis, mais un acompte juste sur la base du devis. Ben, ça vaut contrat dans ces cas-là. Et le client, ensuite, il a râlé parce qu'il n'avait pas telle ou telle prestation. Il a attaqué le professionnel en disant ben, vous vous étiez engagé. Donc attention, un devis ne vous engage pas tant qu'il n'a pas été validé en contrat. Donc c'est vraiment important de le dire. Ceci Alors, dit, il y avait quand une question ici. Quand le client paye un acompte, moi, il ne paye plus sur un devis, il paye sur un contrat sous réserve de confirmation. Pour moi, c'est plus la même chose. Alors, on sort un peu du sujet, mais c'est intéressant parce que je viens d'entendre quelque chose, moi, qui me... Bon, ça va, je suis bronzée, il ne se voit pas, mais ça m'a fait dresser les poils sur les bras parce qu'on ne peut pas faire un contrat sous réserve de confirmation, en théorie. Je sais bien que vous, dans votre pratique, c'est ce qui se passe parce que vous êtes liés par les dispos de vos fournisseurs. Mais en vrai, quand on signe un contrat, c'est qu'on a vendu ce qu'il y a dedans. Et normalement, si on n'a pas les dispos, on passe dans une phase, et surtout si en plus on a fait payer un acompte, on passe ensuite dans une phase d'annulation. C'est-à-dire qu'on annule. Parce qu'il n'y a pas les dispos. Mais ça, on ne doit pas écrire sur le contrat, c'est sous réserve de dispo. Je sais qu'en pratique, je veux dire que le législateur européen ou français, il n'est pas dans vos agences. Il ne sait pas comment ça se passe. Et je sais que vous êtes nombreux à faire ça. Vous avez des contrats avec des petites clauses. Il y a marqué sous réserve de dispo, sous réserve de confirmation. Request, en fait. Oui, en demande. Et en plus, on dit, je vais faire payer un acompte. Oui, en demande, on request, et je vais faire payer un acompte. Mais normalement, on ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas faire ça parce qu'à partir du moment où le client confirme et où il paye, moi j'ai vu, je vous dis ça parce que j'ai vu des dossiers comme ça où les gens disent bah, attendez, j'ai confirmé, j'ai payé. Vous n'allez pas me dire que maintenant que c'est plus disponible. Oui, mais même les Théo le font. Ah ben, alors ça c'est encore autre chose, c'est les Théo qui vous fournissent. Je sais, non mais je sais. Mais moi je vous dis ce qui devrait être fait. Je suis là pour vous aider aussi et savoir que la pratique, elle n'est pas simple. Alors il y a une petite astuce, c'est de dire que vous prenez la compte à titre de garantie. Il ne faut pas que ça soit le paiement, c'est pour garantir et quand même écrire qu'il y aura une annulation sans frais du contrat s'il n'y a pas la dispo. Voilà ce qu'il faut mettre, les deux précautions. Merci Fabio. Pour rebondir sur l'ensemble des choses, bon, on fait un devis qui est payant, on le facture en tant qu'honoraire. À l'issue de ce devis, on passe sur une réservation. On peut faire éventuellement cadeau des frais d'agence pour être sur un terme un petit peu plus commercial. En cas d'annulation du voyage, le devis, il peut rester acquis dans nos frais de dossier agence et ne pas être remboursé au client et avoir des frais sur la partie réelle du voyage réservé, ou est-ce que là on est sur une formule différente? Merci Emmanuel. Si le devis est entré, vous l'avez fait entrer dans le contrat et que vous avez défalqué le coût du devis sur le prix du voyage, c'est un tout en fait. Alors si vous ne le défalquez pas, bah, vous avez fait payer d'abord un devis. Moi, j'adapte mes conditions d'annulation en intégrant le montant du devis. Bah, c'est ce que j'allais dire. Tenez-en compte. Vous êtes libre de faire vos frais d'annulation à partir du moment où ils sont appropriés et raisonnables. Donc voilà. Il y a toujours une astuce, mais légale. Alors, il y a une autre question, je crois, là-bas. Pardon. Bonjour, Marion. J'ai une agence de voyage en ligne. Et ça fait donc 2 ans que j'ai mon agence de voyage. Donc j'aimerais un petit conseil suite à une expérience. Parce que c'est vrai qu'au début, on se lance, on n'ose pas trop facturer. Même ça fait des années que je suis dans le voyage sur mesure. Mais bon, quand c'est votre agence, vous n'avez pas envie de perdre le client. Et du coup, entre janvier et mars dernier, j'ai eu
beaucoup de demandes, par exemple, pour des autotours. Et je me suis dit, là, je ne peux plus passer mes soirées à travailler. Et clairement, les autotours, on sait tout que ça prend beaucoup de temps. Donc je me suis dit, je vais commencer à facturer des destinations qui me prennent beaucoup de temps parce que, non pas par honte, mais parce que je ne sais pas après comment amener le fait que j'aimerais facturer les autres destinations. Mais j'ai commencé donc par les États-Unis, le Canada et la Polynésie ça me prend beaucoup de temps. Et donc j'explique pourquoi je facture ces 3 destinations. Mais je ne suis pas encore passée à l'étape de toutes les destinations et j'aimerais savoir ça serait quoi un peu la transition, parce que je trouve que c'est facile de dire quelques destinations, mais toutes les destinations, on se ferme encore plus de portes. Parce que tout le monde ne facture pas les devis. Moi, j'ai des confrères qui font ça, qui ont choisi de... Je réponds juste, moi je facture 150 € le devis et je le déduis du montant total quand le client valide. J'ai des confrères qui facturent les destinations sur lesquelles ils sont pas rentables, en fait. Voilà. Parce qu'ils savent que ça va prendre du temps et que, grosso modo, en général, le client a une idée de la destination qui n'est pas à la hauteur du prix du marché et ils savent très bien qu'il y a peu de chances que ça se confirme. Donc, sur ces destinations-là, d'office, ils ont des clients qui payent parce qu'en fait, ils veulent quand même avoir un devis. Donc, ils vont payer les 150 € de frais, mais ne vont pas forcément confirmer. Et là, c'est vrai que je trouve que ça a tout son sens parce que, au moins, ils n'ont pas travaillé pour rien. Mais après, c'est vrai que si on passe, quand on est tout seul et qu'on passe du temps à faire cette vie, il y a un moment, le temps c'est de l'argent. Il y a des clients qui sont capables de l'entendre. Tous les clients qui travaillent avec des honoraires sont tout à fait capables d'entendre ce genre de choses. Après, il faut peut-être sonder un peu sa clientèle pour voir ce qu'on a en face, pour savoir à qui on peut se permettre de le faire. Et puis après, nous, on a trouvé un système de recommandation qui donne du bénéfice au client. Et en fait, ce client qui est recommandé, c'est plus facile de lui facturer un devis. Oui, alors il y avait encore une question. Et puis après, je voudrais vous poser une question à tout le monde. Savoir s'il y a quelqu'un qui a essayé de le mettre en place et qui en fait, il s'est trouvé en difficulté, il a eu des clients qui ont refusé. Ou voilà, avoir un peu votre ressenti. Bonjour, moi je m'appelle Sophanie. Ma question c'est qu'en fait moi j'ai une agence de voyage au Cambodge, je suis basée, je suis réceptif et aussi parfois j'ai des demandes du direct et pour moi c'est difficile justement de faire payer les devis parce qu'il y a aussi par rapport au transfert d'argent, donc ça coûte pas mal de frais. Donc si pour justement facturer que pour les devis, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que je passe mes temps à faire des devis gratuitement parce que finalement, ils prennent que mon itinéraire, tout le travail que je dois faire. Donc, je suis un peu embêtée par rapport à ça. Donc, après, j'ai changé un petit peu dans le sens que j'ai essayé de faire un devis qui est non détaillé parce qu'au tout début, donc, des fois, j'ai des circuits de 3 semaines. Ça me prend énormément de temps. Et vu que je fais du sur-mesure, donc c'est jamais pareil. Et là, j'ai commencé à faire des devis non détaillés et tout. Et pour finir, je tombe sur des clients qui me disent ça va pas, votre devis, il n'est pas du tout détaillé. Et puis moi, j'aimerais avoir un peu plus détaillé. Mais là, je suis tombée sur des clients qui sont vraiment intéressés. Mais advenant que je tombe sur que, en fait, donc c'est ça un peu mon souci en ce moment. Après, si le client est vraiment intéressé, il va les payer les frais. Mais c'est pour ça que nous, on fait un tableau synoptique, parce qu'en fait, on répond quand même au client en lui disant, voilà, on peut faire, ça coûte tant, c'est du prix réel. Maintenant, si vous voulez vraiment tout le détail avec tous les noms, comprenez bien qu'on va vous donner notre travail. On ne peut pas le donner gratuitement, en fait. Mais en fait, il faut que la profession a besoin de bouger pour tout ça. Mais ça fait longtemps. Il y a des Théo qui ont déjà fait ça il y a des années, qui avaient lancé le devis payant, et ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient plus... Mais je pense que c'est un effet de collégial qu'il faut. Il faut que tout le monde s'y mette pour que ça puisse fonctionner. C'est sûr que effectivement, ça devient une pratique plus commune. Ça sera plus facile parce qu'il y a toujours les petits malins qui ne vont pas les faire parce que les autres le font. Et voilà. Mais on vient de discuter d'un point qui me paraît très intéressant à évoquer. Et ça va faire hérisser les poils à beaucoup de gens. Mais ça vous dit quelque chose, les travel planners, hein, voilà. Les travel planners, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils vous font d'abord faire payer leur travail, un devis, et ensuite, ils vont faire un voyage. Les pourquoi, du comment, etc., on pourra en débattre, et ça, c'est un autre débat, un autre discours. Mais les travel planners, à la base, c'est ce qui fait payer, c'est le devis. Alors, pourquoi les travel planners ils
y arrivent et pas un agent de voyage? Qu'est-ce qu'on a de moins que? Hein? Mais moi, je pense Je que joue un peu, hein? vous avez des trucs en plus. Ben voilà, c'est Vous pour avez ça. surtout des choses en plus. C'est vrai que c'est un point sur lequel on vient d'échanger parce que d'abord, c'est un vrai sujet. Il y aura une autre conversation d'ailleurs à ce propos pendant le salon. Il se trouve que vous exercez une profession qui est réglementée. Bon, bah, vous êtes rentré dans le moule, donc ça c'est très bien. Et c'est vrai que Travel Planner, c'est vous en fait. On vous a un petit peu volé votre nom. Et c'est vrai que ces nouveaux, alors il y a les influenceurs, les coachs, les travel planners, etc., qui se présentent en disant qu'ils adorent le tourisme, qu'ils ont beaucoup voyagé et qui vont conseiller des gens qui les contactent par Internet. Ils n'ont aucun problème à faire payer alors la journée, par personne, par dossier, et on arrive facilement en fonction du conseil qu'ils donnent, ça fait 50, 100, 250, 300 euros, hein, et voilà. C'est pour ça que je parlais de honte. Évidemment, c'est un mot qui est un peu fort, mais il n'y a vraiment pas de honte à rémunérer son savoir-faire, à faire rémunérer son savoir-faire. Après, je pense que contrairement à nous, ils sont très bons dans la communication. Donc partout, il est là, justement, le truc. Ils communiquent sur leurs avantages, ils ont 30 ans sur et la comparaison, voilà, les par réseaux rapport aux sociaux, agents de ils voyage. les ont inventés. Ouais. Voilà, il faut s'y mettre. En fait, il faut que tout le monde se mette d'accord. On est tous des travel planners. Hein, voilà. Comment? Alors voilà, on a une autre suggestion. Justement, pour se démarquer des travel planners, moi j'ai trouvé le terme travel designer. Voilà. Et effectivement, comme en haute couture, si vous commandez une robe, personne ne va vous faire la robe, ni même le patron, sans devis, sans acompte. Et c'est parce que j'ai été mise en concurrence avec un travel planner que j'ai vu ces tarifs. Et c'est 30 € par personne, par jour, par prestation. Donc je vous laisse faire le calcul sur 3 semaines, par exemple. Et là, justement, je pense que le vrai frein, en fait, c'est nous, avec notre background, et puis voilà. Et on a besoin de prendre conscience de notre travail et de le valoriser. C'est ça. Et eux, ils n'ont aucun souci avec ça. Hein. Donc, et c'est marrant, c'est marrant ce que vous dites parce que moi, j'ai beaucoup de clients dans le haut de gamme, pas que, mais haut de gamme et luxe. Et ce qu'on appelait avant les conseillers voyage, c'est les travel designers chez eux. Et donc, parce qu'en fait, travel planner, ça vient du modèle du wedding planner. Ça vient de là. Et travel designer, moi j'ai vraiment beaucoup de clients, voilà, c'est les conseillers voyage sur telle destination, telle spécialité, c'est les travel designers. C'est assez joli, c'est un peu un anglicisme. Moi je trouve ça sympa joli. Et en plus le design, ça a aussi le côté artistique. Et finalement, ce qu'on fait, c'est vraiment, vraiment de la haute couture, du voyage, quoi. Enfin, ah ouais, moi je fais payer. Et moi j'appelle ça étude de faisabilité. Ou alors conseil, enfin voilà. Mais alors pas sur tous les devis, voilà, mais sur les gros voyages où je sais que ça va me prendre du temps. Ouais, j'ai appris à faire ça parce qu'effectivement je me suis fait violence et puis en fait le client qui veut vraiment voyager, qui nous choisit pour ça, ça passe crème quoi. Et tu lui envoies une ébauche avant ou c'est de prime abord tout de suite il paye ou tu Ah non, je fais directement. Je fais une note comme une note d'honoraire, comme mon graphiste il m'a fait pour faire mon logo. Il m'a envoyé son devis, j'ai signé et après il m'a fait mon logo. D'accord. Et moi je fais pareil. Alors et du coup, je me suis alignée sur les tarifs des travel planners. Donc 100 € ou 150, moi c'est hallucinant comme c'est peu quoi. Donc c'est minimum 300. Alors est-ce que ça devient si le client transforme, est-ce que c'est ça si vous n'avez pas envie de répondre, vous ne répondez pas, mais est-ce que du coup ça va être ça votre marge ou est-ce que vous allez marger en plus? Non, je marge en plus, mais je déduis le devis. Je déduis l'étude de faisabilité. Merci. La différence entre le travel designer et le travel planner, c'est que le travel planner ne peut pas faire la réservation parce qu'il n'est pas habilité pour le faire. Il est rémunéré que sur ses honoraires. Il ne devrait pas, mais bon, souvent il les renvoie sur les sites. Donc nous, en tant que travel designer, on a ce service-là en plus. Donc c'est vrai que c'est logique. C'est logique. Ah, je vois plein de mains levées, alors on va faire ladies first. Hein?
Bonjour, je suis Céline de Tourmac. Je voulais juste savoir ici qui faisait payer ces devis en partie ou pas, juste pour avoir une idée. Voilà. Avoir un peu un pourcentage, et voilà. Levez la main quand vous va bien. Oh, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Qui est-ce qui voulait... Non, voilà. Je viens vers toi. Je voulais juste me permettre un retour d'expérience pour ma petite expérience en tant que facturation de devis. Sur par exemple 10 demandes autotour que j'ai reçues, j'ai une personne qui a validé. Tous les autres ne m'ont jamais répondu dès que j'ai parlé de la facturation. C'était des fantômes derrière. Sur 5 devis Polynésie, j'ai facturé un devis. Mais je me dis derrière, finalement, c'est plus qualitatif. C'est moins de perte d'énergie, de temps. Une vie où je travaille plus le soir. Et finalement, je me dis, le dossier est meilleur à la fin. Donc, au final, pourquoi perdre de temps en faisant 10 devis et en ne les validant jamais, quoi. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Et Marion, quand les devis que tu as facturés, à combien de pourcentage, quelle est la proportion de ceux qui se concrétisent? J'ai pas dû comprendre ce que tu as dit. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Dans les devis que tu factures, les devis autotour que tu factures, il y en a combien qui se concrétisent? Sur les 10 où j'ai travaillé, j'avais envoyé, donc pensant les 10 se sont concrétisés. Non, j'en ai validé un seul à 10%. J'en ai validé un seul parce que je l'ai fait payer à la fin. Le 10e, j'ai dit non mais là je vais tester la facturation. Okay. Et celui-là a dit ok, donc c'est peut-être un coup de hasard. Oui. Mais tous les autres, soit on m'a dit ah non, je vais le faire par moi-même ou. Et c'est que c'est pas les clients. Et du coup, la personne qui a payé a validé. Et j'ai déduit, comme j'expliquais à la fin. Donc j'ai fait moins de dossiers, mais plus qualitatifs et moins de perte de temps et d'énergie à la fin. Et j'ai travaillé efficacement et je suis encore plus investie. Donc c'est juste que parfois, il faut avoir peur de perdre le client, mais en se disant, derrière, c'est que finalement, il n'en valait pas la peine et ça tu me feras correspond du meilleur pas, travail quoi. pour le... Mais c'est un travail aussi psychologique parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire non, surtout quand on démarre et qu'on n'est pas voyageur du monde, voilà. Et qu'on vous dit, moi je vais aller voir une autre agence, très bien, allez, tant pis. Mais c'est une bonne expérience et aujourd'hui je vais essayer de le faire sur d'autres destinations, mais je n'ai pas encore passé le cap sur toutes les destinations. Merci Marion. Tu veux dire quelque chose? Oui, je pense aussi, moi aussi je commence à faire payer les devis. J'ai eu des noms, c'est vrai, j'ai eu des noms, tant pis. J'estime aussi que les clients, s'ils ne sont pas reconnaissants de notre valeur, de ce qu'on peut leur apporter en tant qu'experts et toutes les garanties qu'on leur apporte, ce n'est pas des bons clients parce qu'ils vont comparer sur 3, 4, 5 agences. En fait, c'est plus une question de se sentir, avoir confiance en soi. En fait, c'est parce que le devis payant, finalement, c'est une vente. Il faut vraiment faire la vente du devis payant, c'est-à-dire se vendre. Et quand on arrive à le faire, on se rend compte que les gens, ils comprennent la valeur et du coup, ils signent. Et moi, la plupart du temps, quand j'ai réussi à enclencher la vente payante, en fait, ils ont pratiquement tous dit oui. Je dirais que sur une dizaine, j'en ai eu 80%. Donc, il faut oser, en fait. Il faut vraiment oser. Il faut qu'on ose tous, voilà. C'est qu'on se mobilise tous parce que c'est faisable. De toute façon, si tout le monde dit non, à un moment donné, ils vont revenir vers nous, les clients. Ils ont besoin de nous. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Voilà. Et puis, à mon avis, il faut se poser la question aussi différemment. Est-ce que ceux qui refusent, au final, c'est des vrais clients? C'est des clients qu'on a pas envie d'avoir. Oui, bien sûr. Voilà. Et juste pour en revenir aussi, ça va un peu rebondir sur ce que vous venez de dire. Mais je pense qu'il y a aussi... on va dire la honte qui a été ressentie par rapport à certains clients. En fait, il y a certains clients pour lesquels c'est une nécessité en fait d'avoir ce filtre de devis payant, mais pour d'autres en fait ou pas du tout. Et donc en fait, je pense que la honte qu'on va ressentir à faire payer un devis, c'est parce que par exemple c'est une clientèle habituée. Je reprenais aussi l'idée des recommandations que vous avez émises tout à l'heure, mais peut-être qu'effectivement pour des clients recommandés dont il y a un fort taux d'acceptation, peut-être que dans ces cas-là, ne pas utiliser le devis payant. Il y a d'autres. Oui, moi je suis plus sur une sectorisation et sur une typologie client vers lesquels il y a de forts doutes de travailler pour rien. Et donc effectivement, on ne peut pas passer des nuits pour effectivement sans rien toucher. Et d'autres pour lesquels, donc peut-être pas systématiquement, en tout cas, moi c'est ce que j'ai en tête, de peut-être pas l'utiliser systématiquement, mais vers des clients qui n'ont jamais voyagé avec nous ou sur lesquels on peut avoir des réserves, l'utiliser à ce moment-là et pas dans d'autres. Donc voilà, c'était ma vision des choses pour l'instant. Après, peut-être qu'au fur et à mesure des débats, ça va changer. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas rassuré de la même manière d'une typologie de client qu'un autre. Et sans oublier le client qui vient à la dernière minute et à qui il va falloir qu'on dédie du temps parce qu'il faut vérifier ce qui reste de disponible. Et celui-là, je pense qu'il
il mérite encore plus, alors qu'il vient chercher un prix, il mérite encore plus d'avoir le frein du devis payant, parce qu'en fait, on va se décarcasser pour lui trouver quelque chose qu'on a peu de chances de lui vendre, en fait. Donc, et s'il vient nous voir, c'est qu'il n'a pas trouvé sur Internet. Donc il y a un moment... voilà. C'est du cas par cas, C'est du cas finalement. par cas, Il y a oui. beaucoup. Et je voulais juste voir dans l'assistance, là, qui est nombreuse, est-ce que vous êtes tous des surmesuristes, ou alors quelle est la proportion de surmesuristes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit lien, peut-être, entre le fait qu'on a la facilité de faire des devis payants et le fait qu'on fasse du sur-mesure. Est-ce que, à la main levée, tous les surmesuristes? Il y a quand même une Bon, grosse voilà, majorité. on a la réponse. Donc, c'est assez parlant. Et moi, je voulais vous poser une question, Nathalie Ségolène. Est-ce que vous estimez que les devis payants, par exemple, on doit l'appliquer à tout le monde, ou bien uniquement à un nouveau client et en faire grâce aux clients habituels? Est-ce que, voilà. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Moi, je pense que je vais le mettre en place dans les prochaines semaines, mais uniquement pour les nouveaux clients, parce que les clients fidèles, on sait que voilà, ils vont confirmer. Les recommandations, je ne sais pas encore. Enfin, je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais pour les nouveaux clients, pour des devis compliqués, comme dit Marion, je pense que systématiquement, maintenant, je vais mettre en place un forfait 100, 200, 300 €, je ne sais pas, à réfléchir, mais oui, les travel planners le font. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Donc, peut-être qu'on peut le mettre en place pour tout le monde, Nathalie, et puis dire aux clients habituels, et je vous en fais grâce. Oui, c'est ça. Ça peut être, mais en fait, ça doit être un outil de communication. En fait, il faut qu'on arrive à en faire un outil de communication aujourd'hui. Pourquoi on fait des devis? Pourquoi on ferait des devis gratuits? C'est quoi un devis payant? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? On a quand même, on a besoin de faire savoir notre savoir-faire, et ça passe par là. Parce que les clients ne veulent pas payer le prix d'une agence de voyage, mais sont capables de payer le devis d'un travel planner. Donc en fait, je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire sur nos avantages, sur ce qu'on apporte, sur nos différences avec les travel planners, et à partir de là, les choses se feront naturellement. Mais il y a quelque chose qui n'est pas logique, en fait. On ne veut pas payer le prix de l'agence de voyage, mais on va payer un devis à 200, 300, 400 € auprès d'un travel planner qui ne présente pas du tout les mêmes avantages qu'une agence de voyage classique. Donc je pense qu'au préalable, il y a un gros travail de communication à faire auprès du public. Mais en fait, c'est parce qu'on s'appelle des agences de voyage. Si voilà, tu dis que tu es consultant, tu vas pouvoir tout à fait. faire payer tes honoraires. Exactement. Mais moi, je reprends l'exemple pour les clients qui parfois rechignent à payer. Je prends l'exemple de si c'est un avocat, je dis, est-ce que vous travaillerez pour rien? Non. Nous, c'est la même chose. Alors, comme on arrive vers la fin, parce qu'on n'a plus que 5 minutes à disposition, malheureusement, parce qu'on pourrait rester ici encore pendant quelques heures, je pense, à en discuter. J'ai une question à poser à mes 3 amis qui m'ont fait le plaisir d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est Charlie et ses drôles de dames, vous avez vu? C'est ça. Et est-ce que justement, Nathalie vient d'évoquer un point important, c'est la communication. Est-ce que nos institutionnels, les entreprises de voyage et tout ce beau monde-là, est-ce qu'ils ne devraient pas faire une campagne de communication là-dessus? Alors, je ne vais pas parler à leur place, mais je les connais bien, et je pense que ça fait probablement partie des projets qui sont en place pour cette année. Il faudrait leur demander. Maintenant, je parle à ton avis, est-ce que ça serait opportun ou pas? Juste ça. De leur demander, oui, et peut-être de faire remonter ce qui est important. Et je sais que leur nouvelle présidente, elle est très attachée à ça. C'est toujours de faire remonter les choses et de ne pas les faire descendre. C'est-à-dire, c'est quoi vos aspirations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et ça, je sais que ça pourrait vraiment faire partie d'un des projets à leur transmettre. Et ça, c'est à vous de le faire. En tout cas, pour ceux qui adhèrent, et même, parce que même si on n'adhère pas, ils sont preneurs d'idées. Mais oui, moi je pense que c'est vraiment bien. Il faut se faire connaître. Vous avez une profession qui est une profession à contrainte, on l'a dit. Il faut être immatriculé, il faut avoir une RCP, il faut avoir une garantie financière. Eh bien, faites-en des atouts. Moi, c'est vraiment, depuis des années, je fais des formations, je fais des cours, tout ce que vous voulez. Faites-en des atouts de ces contraintes. Et le devis payant, ça peut être, voilà, c'est peut-être une contrainte pour le client, mais c'est un atout, un gage de sérieux. Bien. Nathalie Ségolène, vous voulez rajouter quelque chose? Non, tout a été dit. Eh bien, je crois qu'on arrive
qu'on arrive vers la fin. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir été ici si nombreux. Merci Ségolène, merci Nathalie et merci Emmanuel et à très bientôt. Au revoir.